Mesdames, Messieurs, au nom de la Chambre des métiers, je vous souhaite la bienvenue à ce midi de l'artisanat. Cette séance est dédiée à la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés. Cette séance d'information a été organisée en collaboration avec l'initiative Umweltbetriebe et l'administration de l'environnement. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Jean Trézy de l'administration de l'environnement et Carole Lacroix du LIST, sans les présentations desquelles nous n'aurions pas pu organiser cet événement. Seules les présentations des présentateurs sont enregistrées, le public n'est pas enregistré, ainsi que la session questions et réponses n'est pas non plus enregistrée. Je vous souhaite une bonne journée et laisse la parole à Caroline Fedrigo de l'initiative Betrieb et Umwelt. Bonjour, bien écoutez, moi je vais vous présenter le programme rapidement. Je vais vous faire une petite introduction sur Betriber and Umwelt. Vous avez peut-être déjà vu sur la table à l'extérieur, il y a des petits flyers. Donc c'est justement un récapitulatif de cette initiative. Donc n'hésitez pas à vous servir. Et ensuite, donc, il y aura la présentation de Monsieur Trézy et une présentation de ma collègue Carole qui suivra par des questions-réponses. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je passe directement la parole à Monsieur Trézy qui va entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui, de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation concernant les gaz à effet de serre fluorés, donc les F-gaz. Et tout d'abord, je tiens à remercier aussi les organisateurs de l'événement, donc notamment la Chambre des métiers et les listes, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on est assez nombreux, ce qui montre un grand intérêt vraiment pour la thématique, pour le sujet qui devient de plus en plus important pour l'environnement et la santé humaine aussi. Donc, votre présence témoigne vraiment de votre engagement, je dirais, envers la protection de l'environnement et aussi, important, aussi la santé ou la sécurité des utilisateurs des équipements concernés. Donc, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet directement. Donc, je vous propose alors de voir avec moi un peu les changements qui vont avoir lieu au niveau de la réglementation F-gaz. Donc, je vais aborder, vu la durée de cet événement, je vais aborder les thématiques les plus importantes. Je ne pourrai pas couvrir tout, bien entendu, mais on pourrait donc envisager pour l'année dernière aussi de, de montrer un plus des détails dans certains domaines s'il y a les besoins. Donc, juste pour commencer, je vais essayer avec les slides. Hop, voilà. L'utilisation mondiale des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les ODS et les F-gaz, sont une problématique assez importante, majeure pour l'environnement et la santé humaine. Donc, si vous connaissez encore l'histoire un peu des réfrigérants qu'on a eus, donc il y a maintenant, on est à la 4e génération de réfrigérants qu'on utilise dans les secteurs respectifs. Donc, au début, on avait commencé avec les R11, les R12, qui étaient la première génération, donc les CFC, qui s'avaient montré assez rapidement avec leur potentiel de dégradation de la couche d'ozone, qui n'est pas très bien, je dirais, pour la couche d'ozone. Donc, on a switché sur une autre génération, les HCFC, qui, comme exemple, le R22, qui est encore utilisé ou encore dans les machines anciennes, mais tous les ODS ont été interdits à partir de 2015, sauf pour les applications critiques. Et c'est ainsi que la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés, donc les F-gaz, a été établie par la Commission européenne. Donc, au sein de l'Union européenne, on a pas mal de changements. Au niveau global, on a eu du changement. Donc, il y a les 134A, les 404A, les 410A, etc. Donc, la 3e génération, c'est vraiment les HFC qui sont utilisés couramment. Et maintenant,
bien entendu, il y a des nouveaux réfrigérants qui sont utilisés, dits de nature, naturels, comme par exemple, on revient vraiment pour l'air, enfin le propane, l'isobutane, etc. Donc, ce que vous voyez de plus en plus arriver sur le marché, et c'est notamment ces changements-là qui émanent un peu de la réglementation européenne. Donc, je vais vous guider par rapport à ça. Donc, on a d'un côté, on a une nette diminution de l'utilisation après le protocole de Montréal qui était en 1987. Donc, il y avait une diminution forte de l'utilisation de toutes sortes de réfrigérants à ce niveau-là. Donc, on est ici vraiment à des niveaux bas. On utilise carrément juste encore euh, des, euh, des, euh, des HFC, donc la troisième génération, et maintenant il y a encore la quatrième génération avec les réfrigérants naturels. Donc ici à droite, vous voyez un peu la comparaison entre la couche d'ozone de l'hémisphère du Sud, euh, qui avait en novembre 1979 pour les amis belges et 1979 voilà, on a eu un commencement vraiment de la dégradation de la couche d'ozone. Et maintenant, à l'heure actuelle, la couche d'ozone a l'air assis, comme vous voyez ici. Donc, le plus bleu, il y a marqué sur le graphique, le moins, moins profond, je dirais, la couche d'ozone se présente. Ce qui est déjà beaucoup mieux parce qu'il y avait le pic en 2015, c'était le pic le plus important d'appauvrissement de la couche d'ozone. Donc, à ce niveau-là, la couche d'ozone est la plus faible qu'on a eue dans notre histoire. Donc, maintenant, ça s'évolue assez dans la bonne direction avec toutes les différentes réglementations au niveau global, parce que c'est un problème, ça reste un problème global. Donc, si on fait aussi au Luxembourg tout notre mieux euh, pour être en conformité, bien sûr, avec la réglementation européenne. Donc, parlons des législations qui sont mises en place afin de garantir vraiment euh, la sécurité des utilisateurs ainsi que aussi la protection de l'environnement. On a au niveau européen différents règlements que vous connaissez, euh, notamment le 517 2014 pour les FGAS et le 1005 2009 pour les ODS qui maintenant, au début de l'année, donc il y a l'entrée en vigueur du 11 mars de cette année, il y a des nouveaux règlements qui sont mis en place. Donc, il y a déjà euh, tous les, euh, tous les différentes dispositions qui sont à l'heure actuelle déjà actifs. Donc, je vais vous présenter le plus important pour le secteur. Comme ça, on peut le revisiter ensemble. Et au niveau national, bien sûr, on va transposer ou modifier plutôt nos lois actuelles, donc le FGAS et l'ODS, ainsi que les règlements de conduite de l'exécution qui vont avec. Donc, parlons d'exigences légales. Donc, j'ai sorti un peu le plus important qu'on voit sur le terrain. Si nous, on fait des contrôles sur le terrain, les plus grands problèmes qu'on a vus, donc je vais faire mon focus aujourd'hui sur de cette présentation pardon, sur les aspects qui sont décrits ici, donc notamment les responsables des frigoristes, mais aussi des responsabilités des opérateurs exploitants, donc dépendant de la situation. Donc on a de l'un côté, il y a l'obligation d'un registre pour les frigoristes des contrôles d'étanchéité, donc ça c'est il concerne un registre annuel qu'il faut obligatoirement, donc c'est une obligation légale par des frigoristes, de vraiment tenir un jour un registre et de l'envoyer à l'administration de l'environnement tous les ans afin de garantir un suivi aussi des émissions. C'est ça le but principal. Deuxièmement, il y a les registres de vente, s'il y a lieu. Maintenant, je ne parle pas de si vous faites un appoint maintenant chez les clients. Non, ici, on parle vraiment d'une vente de gaz, donc des bouteilles de gaz en priori. Et là, vous devez tenir aussi à jour un registre des ventes, ce qui inclut aussi la certification de l'acheteur, entre autres. Et c'est pour avoir un outil de suivi vraiment d'une gestion responsable des ressources qu'on a. Et finalement, on a un élément aussi critique, je dirais, c'est les certifications. Donc, vous savez que afin de toucher à un circuit du froid,
il faut être certifié. Donc là, c'est une problématique que je vais en aboutir après, qu'on a sur le terrain. Donc la certification, vraiment, elle assure pas seulement la conformité et l'expertise des intervenants, mais c'est aussi une mesure de sécurité pour l'intervenant et bien sûr de l'utilisateur final de l'appareil, de l'équipement concerné. Au niveau des opérateurs exploitants, on a aussi différentes obligations, je dirais, comme la tenue de registre. Donc, eux aussi, ils doivent tenir à jour un registre, pardon. Mais là, c'est plutôt un document qui accompagne l'équipement. Donc, chaque équipement concerné, je vais revenir pour la liste après. Euh, pour garder vraiment une trace des interventions et vraiment d'assurer un suivi continu de toutes les opérations qui ont lieu sur un équipement. Et ça devient extrêmement important maintenant si vous imaginez qu'il y a un autre frigoriste qui reprend le chantier et ne connaît pas ce qui était fait sur l'appareil, s'il y avait un rétrofit, s'il n'y avait pas, quel gaz est à l'intérieur. Donc là, il y a aussi des mesures de sécurité aussi pour l'intervenant qui joue un rôle ici. Et puis au niveau des contrôles d'étanchéité, bah, là, c'est une obligation aussi des opérateurs exploitants. Donc c'est un contrôle périodique, vraiment pour maintenir les standards élevés de sécurité de l'équipement, de l'utilisateur final aussi. Et à la fin du compte, les réceptions, qui est une thématique, c'est la chambre des métiers, je vais en aboutir après. Euh, c'est une étape essentielle pour valider la conformité aussi de vos équipements, de vos installations. Les équipements concernés par la réglementation FCAS. Donc, au niveau des équipements fixes, il n'y a pas de changement. Donc, il reste des équipements de réfrigération, de climatisation, des pompes à chaleur, des équipements de protection contre l'incendie, des cycles organiques de Rankine, des appareils de commutation électrique. Donc là, rien n'a changé pour l'instant pour la nouvelle réglementation, mais pour les équipements mobiles, il y a pas mal de changements qui ont été faits au niveau de la réglementation européenne, donc notamment je cite, par exemple, les camions frigorifiques et les remorques frigorifiques entrent dans le champ. Ils étaient déjà dans l'ancienne réglementation. Mais maintenant, on ajoute encore les véhicules utilitaires légers frigorifiques et les conteneurs intermodaux. Et aussi les véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers. Ici, on parle vraiment de l'agriculture, des miniers. Bon, on n'a pas trop de miniers pour l'instant ici, mais aussi la construction, les trains métro, tramway, qui est une grande thématique au Luxembourg aussi, et aussi les aéronefs sont maintenant concernés par la réglementation en question. Donc, je vais commencer par les registres et les contrôles d'étanchéité pour commencer. Donc, il y a des nouveaux seuils pour les contrôles d'étanchéité qui ont été mis sur place. Donc, à gauche sur le tableau, vous voyez l'ancienne réglementation. À droite, vous allez voir les changements dans la nouvelle réglementation. Donc, jusqu'ici, il y avait pour les HFC, je parle juste uniquement maintenant des HFC, il y a un seuil de 5 tonnes équivalent CO2 qui était mis en place. Donc, au-dessus de 5 tonnes équivalent CO2, il fallait passer un contrôle d'étanchéité. Si maintenant, l'appareil est étiqueté en tant que tel, donc en tant que hermétiquement scellé, là, vous pouvez doubler le seuil, donc il reste à 10 tonnes équivalent CO2. Maintenant, pour la nouvelle réglementation, il y a un point critique qui change parce qu'il y a l'arrivée maintenant de nouveaux substances sur le marché, donc nécessairement pas que les naturels, mais aussi les HFO, les hydrofluoroolefines. Donc, pour en nommer un, par exemple, le R1234YF, qui est assez dominant, je dirais, sur le marché aussi. Je vais vous montrer la liste après des différentes réfrigérants. Ça, vous aurez une idée euh, pour vous-même si vous êtes concerné ou pas. Et en fin de compte, les seuils sont subdivisés dans l'annexe 1, donc qui concerne vraiment je dirais, les réfrigérants standards de la troisième génération. Donc, pour en citer un, le 134A, par exemple. Et donc là, il n'y a pas de changement pour l'instant, ou pour les années à venir encore. Mais pour l'annexe 2, section 1, il y a différents HFO qui sont cités
Et là, le seuil, il est à 1 kg. Pourquoi 1 kg? C'est tout simplement pour la raison, pour arriver à 5 tonnes équivalent CO2, il faudrait, allez, par exemple, pour le 1, 2, 3, 4 EKF, il faudrait presque 5000 kg, et ce qui serait des, des équipements assez énormes. Ça ne ferait pas trop de sens pour arriver à cette idéologie-là. Donc, on a choisi le seuil de 1 kg pour les équipements. Donc, si maintenant c'est hermétiquement salé et étiqueté en tant que tel, vous allez passer à 2 kg, sauf il y a une dérogation qui était nommée, c'est pour le résidentiel. Pour faciliter aussi les travaux au niveau du résidentiel, on a encore une fois élevé le seuil à 3 kg pour les équipements hermétiquement scellés. Donc maintenant, si vous avez un équipement qui roule sur enfin du 1, 2, 3, 4 YF, juste pour nommer maintenant celui-là, vous pouvez aller jusqu'à 3 kg sans avoir l'obligation vraiment de passer à un contrôle d'étanchéité. Bah, voilà. Et pas que les différents changements ont lieu sur l'obligation de contrôle d'étanchéité, mais aussi sur la périodicité, donc la fréquence des contrôles d'étanchéité, elle a changé aussi. Donc, vous avez eu dans l'ancienne réglementation entre 5 tonnes et 50 tonnes, la fréquence pour les contrôles d'étanchéité était à 12 mois ou 24 mois si la présence de détecteurs de fuite sur l'appareil. 50 tonnes, entre 50 tonnes et 500 tonnes d'équivalent CO2, vous passez à 6 mois ou 12 mois si la présence de détecteur de fuite. Et tout ce qui est au-delà de 500 tonnes d'équivalent CO2, il faut passer à un contrôle d'étanchéité tous les 3 ans ou 6 mois. Ici, il faut dire aussi que tout ce qui est au-dessus de 500 tonnes équivalent doit être obligatoirement aussi muni d'un détecteur de fuite. Donc là, c'est assez important. Maintenant, pour la nouvelle réglementation, c'est assez logique qu'il y a la subdivision encore de l'annexe 1 et 2 qui était mis en place. Donc, il y a d'abord les gaz traditionnels et les seuils vont changer. Je ne vais pas répéter celui-là, mais entre 1 et 10 kg, faut le passer à 12 mois. Entre 10 kg et 100 kg de ces gaz-là de l'annexe 1, 2, section 1, il faut passer à tel. Donc, les seuils restent les mêmes, en gros, hein. Et tout ce qui est au-dessus de 100 kg, il faut passer à un contrôle d'étanchéité tous les 6 mois avec présence de détecteurs de fuite. Donc là aussi, donc tout ce qui est au-dessus de 100 kg de gaz de la section 1, annexe 2, section 1, pardon, là vous devez passer ou munir l'appareil directement avec un détecteur de fuite. Ici, c'est la liste pour les différentes substances qui sont vraiment dans la liste pour l'annexe 2, section 1. Et les plus dominants du marché qu'on a retrouvé, c'est le 1, 2, 3, 4 YF et le 1, 2, 3, 4 ZE et ses isomères. Donc, toutes ces substances-là entrent dans le champ d'application à partir déjà du mars de cette année pour les contrôles d'étanchéité. Passons alors aux certifications. Un problème sur le terrain, il faut le dire. Mais avant de commencer, je pense que c'est toujours une bonne idée de vous donner une fois les informations de la situation sur le terrain, combien de certifications on a couramment pour l'instant sur le territoire. Donc, on a 137 entreprises qui sont certifiées au Luxembourg et 44 qui sont luxembourgeoises, pardon, et 44 qui sont des entreprises étrangères de l'Allemagne, de la Belgique, de la France. Et la problématique, c'est vraiment que les entreprises non certifiées agissent sur le terrain. Donc, c'est un grand souci que nous, on nous dit pendant les contrôles. C'est une grande problématique de voir d'autres entreprises étrangères agir sur le terrain. Donc, c'est notamment un problème qu'on est en train de résoudre et on a déjà bien eu de conversations sur tous les contrôles qu'on a fait sur cette problématique-là.
Mais il faut aussi dire que la plupart des entreprises qui agissent sur le terrain et qui ne sont pas certifiées au Luxembourg, il faut une reconnaissance du Luxembourg, hein, là, la problématique, c'est pas qu'ils n'ont pas de certification du tout. Non, la problématique, je dirais, environ de 80%, c'est vraiment qu'ils ont une certification et ne savaient pas tout simplement qu'il fallait se faire reconnaître au Luxembourg. Vu le fait, il faut l'avouer, hein, c'est une certification européenne. Donc là, on aurait peut-être pensé qu'il s'agit d'une reconnaissance automatique, mais ce qui est malheureusement pas le cas. Donc là, il faut passer vraiment à une reconnaissance du Luxembourg. D'accord. Ce qui est des personnes physiques. Pour l'instant, on a 17 frigoristes inscrites chez l'administration de l'environnement, dont 701 reconnaissances de diplômes ou de certification plutôt étrangers, 376 certifications luxembourgeoises. Et aussi, là, il y a une autre problématique qui apparaît. Il y a différents systèmes de certification de différents pays. Il y a eu des validités de certificats que nous, on n'avait pas pour l'instant, et je vais revenir un instant. Et aussi, un grand problème qu'on observe beaucoup, on nous envoie des documents de réussite de formation ou de réussite de certification, alors qu'ils ne veulent pas de certificat même. Donc ça, c'est un petit détail qu'on observe assez fréquemment. Donc, pour l'ancien règlement européen, la validité concernant le Luxembourg des certifications, elle était à vie. Il y a différents pays européens qui avaient opté pour un modèle limité dans le temps. Par exemple, la Belgique, quelques organes, ils ont mis 5 ans, une durée de validité de 5 ans, par exemple. Et il y avait différentes catégories 1, 2, 3 et 4 pour les certifications qui étaient mises en place. Maintenant, je vais vous guider par les différentes catégories qui vont venir. Mais juste pour vous dire que maintenant, la validité, elle va être changée au niveau européen, donc dans tous les États membres à 7 ans. Donc, tous les 7 ans, vous devriez repasser alors à une, je dirais, une mise à niveau de votre certification. Donc, ça, c'est maintenant pour tous les États membres. Et des nouvelles catégories vont être incluses vraiment pour aussi discuter ou d'inclure aussi les nouveaux gaz qui apparaissent sur le terrain, donc A, B, C, D et E. Excusez-moi. Donc, au niveau des certifications, on a 2 organismes partenaires pour les certifications au Luxembourg. Donc, c'est l'un côté, on a le centre de compétences à Bettembourg, et l'autre côté, les Certux à Livange, et qui sont nos partenaires pour les certifications, et qui jouent aussi un rôle maintenant pour revisiter les formations, donc pour les différentes catégories, ainsi que les formations de mise à niveau qui ne vont pas durer encore une fois les 5 jours, parce que il faut dire que la formation ou la certification elle est visée à 5 jours de formation, alors que la mise à niveau, on ne va pas la faire à 5 jours. Hein. Donc, on va vraiment limiter dans le temps. J'espère que je peux bouger. Parfait. Donc, dans l'Union européenne, maintenant, on a un changement au niveau des certifications. Donc, je vais vous donner un peu des détails sur les certifications qui vont apparaître maintenant dans les 2 années à venir. On est en train d'établir tous les programmes. Donc, tout d'abord, la catégorie 1, donc la certification 1, donc c'est concerne toutes les activités en relation avec les gaz à effet de serre fluorés et les hydrocarbures. Donc ici, les hydrocarbures, par exemple le propane, isobutane, etc., vont être aussi abordés dans les certifications, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, c'est vraiment un changement critique, je dirais, pour le marché. Certification B, qui inclut le dioxyde de carbone spécifiquement. Le certificat C, qui inclut l'ammoniac. Les certifications D, qui maintenant juste pour des petites applications comme la récupération des équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluoré.
Et finalement, le certificat E concerne uniquement les contrôles d'étanchéité si cette activité nécessite pardon, pas d'accéder au circuit frigorifique. C'est-à-dire, il y a, lors de nos contrôles, on a remarqué que certaines entreprises ne veulent pas intervenir vraiment en tant qu'entreprise qui fait la maintenance eux-mêmes ou la réparation. Donc, ce serait un certificat intéressant pour juste identifier les fuites, pour après le déléguer à une autre entreprise qui prend en charge la réparation. Donc là, c'est quelque chose qu'on a vu assez couramment arriver sur le terrain. Maintenant, je vous montre un peu les équivalents donc, de ce qu'on avait avant. Donc, on a de l'un côté les certificats 1 et 2 qui représentent le certificat A1 qui est illimité. Illimité ici, je veux dire illimité dans la masse de gaz ou voilà, le volume, le masse qui est à l'intérieur de l'équipement. Et l'A2, il est limité aux équipements moins de 3 kg. Donc là, c'est les équivalents pour l'instant. Certificat 3, bah, c'est un certificat D maintenant. Le certificat 4 qu'on avait maintenant tout le temps, il est transformé en certificat E. Ici, il faut aussi dire que maintenant, si on a, et là je reviens sur ce slide-là, un panachage est possible pour les certifications. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir un certificat A combiné avec un certificat B et C. Si c'est désiré. Donc, on peut avoir différentes certifications en même temps si maintenant la stratégie de votre entreprise le prévoit. Donc, là, il y a différents modèles qui sont possibles pour le panachage, bien sûr, de la B et de C aussi. Et voilà. Et puis, je reviens sur un autre point, après les certifications, sur un autre point qui est important, c'est les réceptions d'équipements, qui est vraiment une étape essentielle pour valider la conformité des équipements des utilisateurs finaux, surtout. Et M. Stefan Daven m'a donné les slides et la permission de présenter en son nom les slides pour la Chambre des métiers, donc concernant les démarches à faire pour demander une réception, quand est-ce qu'il faut demander une réception et quels seront les délais pour demander une réception. Donc ici, vous voyez encore apparaître les vieux gaz, hein, les HCFC et les CFC, qui sont les ODS que je parlais tantôt. Donc là, on avait un seuil de 3 kg. Donc, à partir de 3 kg, il faut passer à une réception de l'équipement. Ou, si c'est hermétiquement salé, on peut doubler jusqu'à 6 kg de fluide. Là, c'est pour les équipements existants qui roulent encore, qui opèrent encore en R22, par exemple, qui existent encore sur le terrain notamment. Donc, il faut aller et les faire réceptionner à la Chambre des métiers. Donc, et puis, c'est le nouveau gaz, je dirais les HFC pour l'instant. On a le seuil que je vais discuter avant de 5 tonnes équivalent CO2 et qui est doublé à 10 tonnes équivalent si l'équipement est hermétiquement salé. Maintenant, c'est important aussi de dire que toutes les dispositions que j'ai montrées pour les contrôles d'étanchéité, l'obligation de contrôle d'étanchéité, ainsi que la fréquence, ils sont déjà applicables maintenant. À partir du 11 mars, ils étaient déjà applicables. Donc, pour ce qui est de la réception, ce n'est pas le cas. Là, on reste encore sur les seuils spécifiques qui sont écrits ici sur les slides. On va le communiquer après que c'est entré en vigueur. On va communiquer en temps utile s'il y a des changements au niveau des réceptions. Donc, pour l'instant, ce qui est marqué ici est le cas. Ici, il y a encore une petite note aussi qu'il faut repasser à tout équipement qui était installé, nouveau équipement, ou de ce qui est ancien, on peut le faire réceptionner beaucoup plus tard, mais le moment où il y a une obligation quand même de le faire. Et de l'autre côté, il y a aussi l'obligation de passer une réception si maintenant il y a une transformation importante qui a lieu. Donc, qu'est-ce qui est une transformation importante? Transformation importante, c'est le déplacement, tout simplement le déplacement des équipements en question, donc déplacer dans une autre entreprise, dans un autre endroit.
La première chose, ou bien si vous faites un changement de gaz, un rétrofit, vous devrez aussi repasser à une réception auprès de la Chambre des métiers. Donc ça, c'est des conditions à remplir. Et maintenant, concernant les délais, donc la loi, elle prévoit que maintenant, après que vous avez installé l'équipement, il faut repasser ou il faut passer environ un mois après la mise en service de l'équipement, il faut passer à la réception de l'équipement. Et la réception est effectuée dans un délai de maximum de 3 mois à compter de la mise en service de l'équipement. Ceci, c'est fait par les agents de la Chambre des métiers. Afin de pouvoir faire une demande de réception, donc c'est juste pour l'instant les frigoristes et d'autres entreprises concernées qui peuvent le faire. Donc il y a la Chambre des métiers a mis à disposition un système qui s'appelle Extranet ISCRB. Et c'est un outil en ligne qui permet vraiment de gérer, d'introduire les demandes, hein. Et c'est par cet effet qu'il faut procéder pour la demande de la réception. Et aussi, une autre remarque de M. Daven, qui au cours des prochains mois, il y a aussi un petit changement qui a été fait. Donc, il y a toutes les entreprises ayant droit d'accès seront contactées d'abord s'il y a des nouvelles procédures d'accès. Mais maintenant, il y a aussi des autres entreprises qui ne sont pas nécessairement affiliées à la Chambre des métiers. Ils pourraient encore dans le futur le faire aussi, donc les demandes de réception. Donc, en bas de la page, vous voyez les contacts de M. Daven si vous avez des questions concernant les réceptions. Qu'est-ce qui doit être présent lors de la réception de votre équipement? Donc, d'abord, il y a la présence, bien entendu, du registre de l'équipement, dont je parlais avant, l'indication de la charge de l'équipement, l'exécution d'un contrôle d'étanchéité, donc s'il était fait immédiatement après la mise en service de l'appareil, et si c'est le cas, l'indication de la cause de fuite et des travaux de réparation de fuite qui étaient effectués. Et quatrièmement, bien entendu, l'absence d'une fuite manifeste. C'est assez logique. Ici aussi, quelques mots d'attention, des choses qu'on remarque aussi assez couramment sur le terrain. Une inscription auprès de la Chambre des métiers en tant que technicien frigoriste ou entreprise frigoriste n'équivaut pas à une certification de F-gaz pour l'entreprise. Pareil, l'autre sens, une certification F-gaz pour une entreprise auprès de l'administration de l'environnement ne veut pas dire que vous êtes automatiquement inscrit à la Chambre des métiers. Ça, important. Et aussi, une autre problématique qui est arrivée assez couramment, c'est une autorisation d'établissement pour votre établissement n'équivaut non plus à une certification automatique de F-gaz. Donc là, il faut vraiment passer à une certification, enregistrement auprès de l'administration de l'environnement. Donc ça, c'est assez important de le mentionner. Et maintenant, je vais discuter un peu de tous les changements qu'il y a dans la réglementation, donc les plus principaux, mais je voulais aussi vous montrer un peu la surveillance du marché que nous on fait par l'administration de l'environnement. Donc, on passe sur différents axes, pas seulement les visites chez les frigoristes, mais il y a aussi d'autres axes qui sont visés, notamment une surveillance dite de réactif. Donc, s'il y a maintenant une plainte, une déclaration, une demande d'une autre autorité compétente, on peut agir sur le terrain, on va le faire. L'autre, c'est les ventes en ligne. C'est une grande problématique aussi, vous le savez. Aussi des gaz à effet de serre. Ça se fait malheureusement par les sites lointains qui vendent des bobines de gaz au Luxembourg. Nous, on a nos contacts pour le faire disparaître des sites avisés, mais bon, c'est quand même. Si on ferme un article sur un site, il y a l'opérateur qui va alors réintroduire un nouveau compte et recommencer à le vendre. Donc là, c'est vraiment un travail continu qu'on est en train de faire avec nos collègues européens aussi. Mais on y est, donc les ventes en ligne.
Le marché des sites qui de plus en plus devient important aussi, vu la disponibilité des gaz, malheureusement. Le marché des sites a augmenté aussi dans l'Union en gros. Et c'est avec l'administration des douanes et assises qu'on va beaucoup plus pousser sur le combat du marché des sites. Et finalement, c'est que je reconnais quelques visages ici. On s'est déjà vu lors des contrôles. Donc, c'est des contrôles et inspections qu'on a fait sur le terrain. Donc, c'est des contrôles d'entreprises donc, qui sont ou bien détenteurs, propriétaires, exploitants d'équipements concernés. Donc, on visite les équipements ou bien les frigoristes en regardant si maintenant les certifications sont en ordre, etc. Puis en 2020, on a lancé une campagne de sensibilisation donc, pour informer tous les frigoristes inscrits à l'administration de l'environnement. Donc, on a envoyé un petit rappel, je dirais, des principales je dirais, éléments législatifs importants pour le secteur. On a revisité et rediscuté avec les organes de formation. On a effectué bien sûr des traductions parce on a beaucoup d'entreprises allemandes qui agissent sur le territoire aussi, ou voilà, qui ne comprennent pas trop le français. Donc, on a aussi investi dans les traductions en allemand, pardon. Et on a aussi établi des étiquetages d'exemples pour les équipements qui n'étaient pas encore à jour, juste pour soutenir et, euh, et expliquer aux entreprises qu'est-ce faudrait sur les équipements. Donc, pour les contrôles de sensibilisation qu'on a fait, on a fait jusqu'ici 95 sociétés qui ont des activités dans le froid. On a visité, contrôlé dans le cadre d'une sensibilisation. Et le plus souvent, on a remarqué que voilà, les certifications n'étaient pas à jour. Est-ce qu'il manquait ou la validité n'était plus là. Le registre obligatoire tous les ans n'était pas disponible, n'était pas rempli ou juste uniquement partiellement. Ici, je veux aussi appuyer sur l'importance d'un registre. C'est pas un document, pour l'instant, c'est un document Excel qu'on va le revisiter dans les années à venir en ligne. Mais bon, ce ne concerne pas un document qu'il faut juste le renvoyer à nous, à l'administration de l'environnement. C'est un document légal qui a une obligation légale derrière parce que nous, en termes de, d'États membres et vous aussi en termes de frigoristes, on doit travailler ensemble pour vraiment avoir une meilleure vue des émissions qu'on a pour réagir beaucoup plus rapidement sur le terrain. Donc ça, c'est pas qu'un simple registre, mais ça vaut vraiment beaucoup, c'est vraiment au-delà de cela. Donc on a remarqué malheureusement sur le terrain que les équipements qu'on a visités chez les clients des frigoristes, ils n'étaient pas montrés dans le registre de l'entreprise obligatoire. Donc là, c'est un problème qu'on va sanctionner dans le futur beaucoup plus sévèrement aussi, parce que c'est quand même, vu l'importance vraiment de ce registre aussi. Et puis, il y a l'étiquetage d'équipements qui était ou bien absent ou non complet. Là, c'est un grand problème du territoire, vous le savez. Et on avait 9 cas où on a trouvé la présence de substances qui dégradent la couche d'ozone. Donc, le R22 en principal, on a dû enlever du territoire. Ici, quelques exemples de marquage de bouteilles qui ne sont pas conformes. Il y a juste un petit problème avec le layout ici en bas, mais bon. Vous voyez le principe. Donc, il n'y a aucune information de la bouteille. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, sauf peut-être la masse qu'on peut deviner. Le registre n'était pas là. Donc, ici, on a apposé une étiquette avec du Panzertape mélange avec 1 kilogramme. Et aussi, on a ajouté une étiquette avec le gaz qu'ils ont rempli dans la bouteille, alors que la bouteille déjà avait
toutes les informations de la législation REACH, concernant REACH CLP, plutôt de la substance qui doit être à l'intérieur. Donc, ils ont juste à poser de nouvelles étiquettes. Et aussi, ça, c'est pour les entreprises qui les gardent chez eux, mais aussi les entreprises qui les vendent. Ils ont aussi des non-conformités, comme par exemple cette étiquette-là, qui sont juste euh, apposées dans les bouteilles, alors que ce n'est pas une méthode indélébile. Il faut que vraiment l'étiquetage soit indélébile sur l'équipement. Donc, on ne peut pas l'enlever assez facilement. Et là c'est moi-même qui a enlevé l'étiquette assez facilement et on ne saurait plus ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, ce qui devient aussi, si on voit maintenant les nouveaux gaz apparaître, qui deviennent de plus en plus importants en termes de toxicité ou inflammabilité. Euh, Ici, quelques exemples, juste comment les bouteilles. Ben là, je dirais, là, j'ai vraiment montré des cas exprès non conformes. Et donc, normalement, les bouteilles de gaz, vous les connaissez, c'est présent de cette façon-ci, avec toutes les informations de l'inflammabilité, etc., qu'il y a dessus sur les bouteilles. Euh, Puis, pour ce qui concerne le marquage des équipements, donc là, il y a aussi des grandes problématiques sur le terrain. Donc, ici, je vous montre, par exemple, un exemple où il y a marqué Clim 2 et puis les kilogrammes, sans vraiment dire de quoi il s'agit, quel gaz à l'intérieur, ce qui devient extrêmement important aussi au niveau de la sécurité de l'intervenant, parce que lui, saura après pas de quel gaz il s'agit dans l'équipement. Et maintenant, si on regarde des équipements dits inflammables ou peut-être explosifs, vous allez deviner les problèmes qui sont derrière. Donc, en première vue, c'est ça on nous a dit pendant les contrôles. Mais vous parlez juste d'une étiquette simple. Oui, c'est une étiquette simple que vous avez posée, mais quand même, il y a beaucoup plus que l'étiquetage derrière. Et la sécurité, pas seulement de l'utilisateur final, mais aussi de l'intervenant qui est important et qui est risqué si l'étiquetage n'est pas en ordre. Donc ici, vous voyez aussi un autre problème. Les UV, malheureusement, détruisent aussi les étiquettes. C'est un problème qu'on a, hein. Là, il y a différentes entreprises qui apposent aussi des films spécifiques pour sauvegarder un peu les données, mais c'est un problème qu'on connaît. Voilà. Au niveau des anciens équipements comme celui-là qu'on a trouvé sur un chantier, on avait un équipement qui opère encore sur le R22, qui est mis hors service, pardon. Et là aussi, les anciens équipements, bien entendu, là, il n'y avait pas encore la réglementation F-gaz, donc pas encore tout ce qui est les obligations d'étiquetage qui vont avec. Donc là, même pour cela, il faut rajouter les informations nécessaires. Et là, ça ne concerne pas seulement les équipements concernés que j'avais montrés au-dessus de 5 tonnes équivalents, mais ça concerne vraiment tous les équipements. Vraiment, tous les équipements doivent être munis des différentes informations. Et c'est pour ça que nous, on a un peu aidé pour montrer un peu les informations qui doivent figurer sur un équipement. Donc maintenant, s'il y a lieu une réception, vous allez obtenir une étiquette verte, si c'est conforme, espérons-le, de votre équipement. Donc là, ça serait en ordre en termes de réception. Donc maintenant, si votre équipement n'est pas fixe et ne rentre pas dans le champ d'application de la réception, là, vous devez quand même apposer toutes les informations suivantes. Donc, le type de fuite, donc le R, allez, j'invente l'R 134A, le potentiel de réchauffement planétaire, le GFP, la quantité de fuite en kilogrammes et aussi, ça manquait beaucoup de fois, les tonnes équivalent CO2, la mention qui contient des gaz à effet de serre fluorés ou on est tributaire. Si c'est le cas, hermétiquement salé, et d'autres, là, un exemple, par exemple, des équipements de commutation électrique, par exemple, où il y a une mention que le taux de fuite testé doit être ou est en dessous de 0,1% par an. Donc là, c'est une mention qu'il faut apposer aussi. Il faut aussi dire maintenant je vous montre ces informations-là, mais il faut aussi dire que
fabricants, les producteurs ont réagi aussi en faveur de la réglementation européenne. Donc, ils ont bien mis les informations déjà sur les nouveaux équipements. Et ça, c'est ça qu'on voit aussi couramment sur le terrain, il faut le dire, que la situation s'est améliorée aussi au niveau des étiquetages. Mais bien entendu, les anciens équipements, ils ne sont pas encore munis des informations. Donc, en gros, il y a le registre des FCAS pour l'équipement qui était absent. On a des contrôles d'étanchéité même qui n'étaient pas effectués à temps, ou pas du tout, ou bien encore pire, je dirais, qui n'étaient pas déclarés lors de la déclaration officielle. Les réceptions n'étaient pas effectuées et les certifications, bah, il y avait beaucoup de travail sans reconnaissance au Luxembourg. Dans beaucoup de cas, comme je disais, ils n'étaient pas au courant qu'il fallait se faire reconnaître. Mais et aussi, l'autre cas que les certifications n'étaient pas valables, donc la personne physique n'était plus censée travailler sur les équipements. Donc là, ils ont demandé aussi de refaire leur formation pour recommencer à travailler sur le territoire. Et puis encore, bah, il y avait les cas d'utilisation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone qui entrent vraiment dans le champ d'application ou dans les sanctions pénales. Aussi, en termes de contrôle, nous, on a aussi, et certains d'entre vous nous ont vu passer dans leur entreprise aussi avec l'équipement ici, avec notre petite mallette, euh, avec un analysateur de gaz. Donc, on peut, et on le fait sur les contrôles, sur les douanes ou bien directement dans les entreprises ou les équipements. On peut prélever quelques grammes de gaz et on peut analyser le contenu des bouteilles, des équipements, ce qui nous permet vraiment de combattre le marché illicite. Donc là, c'était déjà une fois le cas qu'on a retrouvé dans des bouteilles non marquées du R22, par exemple. Donc c'est grâce à cet instrument qu'on peut le faire. Venons maintenant aux transpositions de la loi. Donc il y a les législations nationales, bien sûr, qui sont en train de se faire. Vous le savez, donc il y a la transposition des règlements FCAS et ODS. Donc de l'un côté, la modification de la loi FCAS et la modification de la loi ODS. Et un renouvellement du règlement grand-ducal de leur exécution. Et ici, s'ajoute encore un règlement grand-ducal pour les pompes à chaleur. Donc, il règle les modalités d'exploitation. Et maintenant, c'est important de dire que c'est indépendamment du réfrigérant utilisé. Avant, il concernait juste uniquement ceux qui sont couverts par enfin la réglementation FCAS, mais ici, c'est indépendamment du réfrigérant utilisé et ça concerne uniquement les équipements qui règlent le climat intérieur du bâtiment. Et ça concerne toute pompe à chaleur fixe, sauf un cas qui est la pompe à chaleur RR. Il y a des modalités de réception qui sont introduites, des modalités d'inspection périodique et aussi des modalités de mise hors service des équipements concernés. Le but, c'est tout simplement d'avoir d'améliorer vraiment la sécurité de la santé humaine, de l'utilisateur et de l'intervenant, et bien sûr de l'environnement. Donc, pour finir, on peut dire que les points importants qui vont changer maintenant, ou qui ont déjà changé, c'est d'abord l'adaptation des obligations qu'on a de la Commission européenne, et on va adopter aussi les sanctions aux différents niveaux pour, comme l'indiquaient les règlements européens. Donc, on a aussi un renforcement de la collaboration avec l'administration des douanes et assises pour ce qui est les transports de gaz, les équipements, l'importation surtout. Et on a aussi un nouveau cadre national pour la réglementation des pompes à chaleur, comme j'avais dit, indépendamment du réfrigérant utilisé. Un nouveau système de certification F-gaz et hydrocarbures va être mis en place. C'est une obligation de l'Union européenne, de la Commission européenne aussi. Donc là, vraiment, on va vous informer le moment venu, bien entendu, des changements qui vont se faire. Donc l'année prochaine, on espère avoir fini tous les programmes et on pourrait le communiquer
ça se présente. Donc, et bien sûr, on va continuer avec nos efforts de sensibilisation, donc comme moi je le fais aujourd'hui, le grand public, les opérateurs, les frigoristes, les industriels, et cetera. Et si vous aurez tous les, contacts, si vous aurez des questions concernant la surveillance, vous pouvez toujours écrire un email à la boîte de surveillance ou à moi-même et je ferai un plaisir de vous répondre sur vos, questions. Je vous remercie. Bonjour mesdames, messieurs. Donc je vais effectivement vous présenter merci beaucoup. Les résultats d'une étude qui nous a été confiée par l'administration de l'environnement et qui concerne l'entretien et la maintenance de la climatisation des véhicules légers dans le cadre des nouvelles dispositions de la réglementation F-Gaz 3. Alors, en ce qui concerne tout d'abord les obligations réglementaires, je dirais que c'est dans la continuité du règlement F-Gaz 2. Il n'y a pas énormément de changements. C'est-à-dire que la formation qui était obligatoire pour les garages, centres de maintenance automobile et les cases automobiles reste en vigueur. Donc, pour les personnes physiques qui récupèrent les fluides frigorigènes, ça concerne les véhicules, la maintenance sur les véhicules légers, donc des particuliers et utilitaires, dont le poids à vide n'excède pas 1205 kg. L'Union européenne a prévu une reconnaissance mutuelle des attestations de formation qui sont délivrées dans les autres États membres. Juste à noter un petit changement, c'est qu'à partir de 2027, la formation qui était considérée comme valide en tout temps va nécessiter un rafraîchissement. Voilà, donc il est précisé que des cours de remise à niveau dans le règlement doivent avoir lieu. Pour autant, le contenu, pour l'instant, n'est pas tout à fait explicité. Donc, les connaissances et les compétences minimales sont décrites au niveau de l'annexe 307-2008 avec deux volets. Un volet sur le fonctionnement des systèmes de climatisation, l'incidence sur l'environnement et la réglementation environnementale pertinente. Donc, un volet théorique et un deuxième volet qui concerne la récupération écologique des gaz à effet de serre où là, on a à la fois un volet théorique et un volet pratique qui est prévu. Pratique en termes de manipulation, de connexion et d'utilisation du dispositif de récupération. Voilà, comme Monsieur Trévy a présenté la sensibilisation terrain, nous, ce qui nous a été confié, c'est d'évaluer le niveau de conformité des entreprises du secteur concerné vis-à-vis de la formation des techniciens. On a pu aussi mieux comprendre le risque d'émissions potentielles de gaz fluorés et évaluer les enjeux et besoins pratiques des professionnels du secteur. Donc, pour ce faire, toutes les entreprises du secteur ont reçu un questionnaire qui a été envoyé sous forme papier et électronique en français et en allemand. Et de notre côté, on a compilé les résultats, à la fois les questions fermées et les questions ouvertes, et on a restitué le tout à l'administration de l'environnement d'une manière anonyme. Juste. Pour brièvement, donc pour parler du panel des entreprises, il a été compilé à partir du répertoire des activités de la STATEC. Il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui sont concernés, mais avant tout, ça concerne donc le commerce de voitures et l'entretien et la réparation de véhicules. D'une manière un peu plus marginale, on a associé les entreprises qui étaient susceptibles d'avoir des
les ateliers de réparation, comme les sociétés de taxi ou les entreprises qui effectuent des livraisons avec les véhicules utilitaires. Et l'administration de l'environnement nous a aussi demandé d'envoyer à quelques sociétés de transport routier de fret. Voilà. Ça représente au total 350 entreprises. Donc la difficulté, dans ce genre d'enquête, c'est tout d'abord d'avoir un panel des réponses qui soient représentatives du secteur d'activité et aussi, un peu de motiver les entreprises à nous répondre. On sait que ce genre de choses prend du temps et on était quand même, contents d'avoir un taux de réponse aux alentours de 25, ce qui nous a permis aussi de compiler les résultats sous forme, de statistiques. Au niveau de la taille des entreprises participantes, donc c'est représentatif du secteur d'activité, hein, on a affaire aux très petites entreprises ou aux petites et moyennes entreprises. Hem, Presque la moitié des entreprises emploient une personne spécifique pour les questions environnementales, pas forcément à temps plein, mais en tous les cas, ce sera une personne qui est dédiée avec, probablement une formation adéquate. 2 mots sur les besoins en formation qui ont été, remontés, donc, principalement au niveau de la gestion des déchets, des gaz fluorés, bien évidemment, et également, au niveau des produits, chimiques d'une manière générale. Un chiffre un peu plus surprenant, c'est que 20 des entreprises qui proposent un service de maintenance délèguent à un prestataire et on avait demandé également quel type de certification environnementale ou d'écolabel les entreprises, avaient. Donc, le plus souvent, donc, l'écolabel sur la gestion des déchets ou la certification environnementale, un peu plus rarement, ISO 14001. Alors, en complément de cette enquête, on est allé aussi sur le terrain pour mieux comprendre comment ça se passait au niveau de la récupération des gaz. Malheureusement, quand la voiture arrive au niveau de l'atelier, le gaz est déjà parti dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maintenance corrective, qui est liée soit à un accident, à un défaut de température euh, dans l'habitacle ou un changement de pièce. C'est une opération de maintenance qui est plutôt saisonnière. Donc en hiver, quand il y a un problème de désembuage ou quand on se rend compte qu'en été, qu'on n'a plus de froid à l'intérieur du véhicule. C'est une opération qui est quand même caractérisée par la profession de simple et sûre grâce aux stations automatisées. Vous voyez une photo sur ce slide avec 3 éléments principaux, un système de pompage et des connectiques associés, une interface électronique et un réservoir de stockage temporaire. Au niveau des volumes mis en jeu, donc par véhicule, on est aux alentours de 420 grammes à 1 kilo maximum. Ça, c'est pour les voitures, les grosses voitures qui ont un système d'air conditionné avant et arrière. Donc on est loin du seuil, de contrôle pour les étanchéités qui j'ai retenu autour de 3 kilos. Le risque de fuite, durant l'intervention, il a été caractérisé limité. Simplement, ce qui nous a été dit, c'est que si l'interface parle en langue, allemande ou française, il peut y avoir des difficultés de compréhension au niveau des opérateurs. Et nous, ce qu'on a retenu, c'est que quand même cette opération, elle demande une certaine technicité, une expertise pour localiser les fuites. Et maintenant, on peut faire appel à des traceurs ultraviolets pour être plus efficace. En termes de formation, euh, les résultats de cette enquête donc, ont mis en évidence un taux de conformité élevé, 81%. Et on a essayé aussi de déterminer un profil des entreprises en termes de taille et de nombre d'interventions qui
ne disposait pas de techniciens formés et là, c'était pas évident d'établir une corrélation. Donc ça concerne, les entreprises qui ne sont pas formées, qui n'ont pas de techniciens formés, pardon. Ce qu'on ce c'est ça peut être des petites ou des grosses entreprises qui font beaucoup ou peu d'interventions annuellement. Par contre, bon, on était content d'apprendre que les entreprises non conformes envisagent de former leur personnel, dans le sens où peut-être que notre questionnaire a, joué un rôle de sensibilisation. En ce qui concerne la formation, donc, 1/3 des entreprises ont déclaré l'avoir passé au Luxembourg, enfin avoir des techniciens qui l'ont passé au Luxembourg et le reste dans les pays frontaliers, France, Allemagne, et Belgique. En ce qui concerne les gaz fluorés, rapportés, ce sont les gaz classiques mis en œuvre au niveau des véhicules légers et utilitaires. Le R134A, un hydrofluorocarbone, donc qui équipe les véhicules les plus anciens. Il a un PRG élevé. Celui-ci, il est interdit depuis 2013 dans les véhicules neufs. Il est visé par les quotas progressifs de réduction de production avec un arrêt pour 2050. Même s'il a un impact environnemental élevé, il a une faible toxicité et il est non inflammable. Le R1234YF, donc c'est le remplaçant direct depuis 2017 du R134A. Donc c'est il fait partie de la famille des hydrofluoroléphines. Il a un pouvoir de réchauffement global qui est faible grâce à une dissolution rapide dans l'atmosphère. Il est en revanche légèrement inflammable, ce qui complique son utilisation dans certains moyens de transport comme les hélicoptères, etc. Et ces effets sont vraiment discutés en ce moment au niveau européen, aussi dans le cadre de la réglementation sur les PFAS, parce que ce produit se décompose en trifluoroacétique, qui lui a des effets persistants au niveau environnemental et probablement reprotoxique. Oui. Plus marginalement, il nous a aussi été reporté le R744, donc qui lui est un réfrigérant naturel, non inflammable, non explosif. Il a un pouvoir de réchauffement global de 1 seulement. Il est pour l'instant faiblement déployé parce qu'il y a pas mal de challenges concernant sa mise en œuvre, notamment il faut déployer des pressions qui sont beaucoup plus importantes que les gaz conventionnels, ainsi que des températures élevées de compression. Donc il faut trouver beaucoup de recherche et de développement pour trouver des équipements qui soient adaptés, des connexions et un choix de matériel qui puisse convenir. Par contre, il est équipé au sein des véhicules électriques, notamment plébiscité et déployé par les constructeurs allemands comme le groupe Volkswagen, donc Audi, Skoda et Volkswagen. Voilà, et mon dernier slide sur le stockage de gaz fluoré. Alors globalement, les entreprises semblent avoir plus de stock de R134A que de R1234YF. C'est quelque chose qui nous a un peu surpris. On pensait que le parc automobile luxembourgeois était plutôt récent. On note quand même une répartition en fonction du secteur d'activité sur ces 2 gaz. Alors peut-être, ce phénomène est lié à l'incertitude de disponibilité des gaz à venir. C'est en tous les cas, ce qui nous a été rapporté avec, les quotas et probablement peut-être, une inquiétude vis-à-vis des prix du, R134A dans les mois à venir. Et on a noté aussi des conditions de stockage variables d'une entreprise à l'autre, intérieur, extérieur, dans des locaux dédiés, ventilés,
en extérieur ou qui prennent en compte la flammabilité pour certains gaz avec des portes coupe-feu. Voilà. Et juste quelques informations complémentaires sur les prescriptions de sécurité de l'ITM concernant les équipements sous pression et sur l'étiquetage également. Voilà. J'en ai fini mon intervention. Je voulais juste vous remercier tous pour votre attention et aussi remercier les entreprises pour leur participation à notre enquête.